On va parler d'Alexis Navalny. Ouais. Et on va parler du goulag, parce que vous savez qu'en Russie, on n'a plus le droit de parler de goulag depuis que cette ONG qui a été interdite, Mémorial, qui travaillait sur ce matériau de l'histoire russe. On ne parle plus de goulag, et pourtant Navalny est bien emprisonné. On l'a retrouvé dans un ancien goulag. Ouais, il est si dangereux qu'il a été envoyé, figurez-vous, au-delà du cercle polaire arctique. Alexei Navalny est désormais ici, vous allez le voir sur cette carte, tout au nord de la Russie. Cela faisait 3 semaines que ses proches n'avaient plus aucune nouvelle. Alors, il ne savait pas où il se trouvait, la petite colonie pénitentiaire de Karp. Alors c'est une toute petite... Quelle est la grande ville la plus proche? Il n'y a pas de grande ville la plus proche, c'est dans le Yamal. Mourmansk, c'est pas là-haut, Mourmansk? Non, c'est plus à l'ouest. C'est beaucoup plus à l'ouest. Là, vous êtes dans le Yamal. Dans le Yamal, il y a un truc. C'est des kolkhozes d'éleveurs de rennes. Je demandais à l'ambassadeur. C'est les nénettes. Et du gaz. Oui, pour y aller, il faut y aller en hélico. Même le train, c'est un enfer invraisemblable. Ça prend des jours, on n'en a jamais. C'est bizarre comme endroit. Quel est le nom de cette région? Redites-moi le nom. Le Yamal. La Yamalo-Nenetsi. Et les habitants s'appellent les Nénets. Qui sont des Inuits, en fait, qui sont des Esquimaux. Voilà, exactement, et qui bordent, en effet, les mers arctiques, en réalité. Ouais. Alors, les conditions de détention là-bas sont extrêmement rudes. Il y a Sergueï Parkhomenko qui va pouvoir nous en parler. Bonjour, journaliste russe indépendant, vous connaissez bien Alexei Navalny. On va parler d'abord de cette colonie. Donc c'est une colonie. D'abord, on va s'arrêter sur le mot colonie. On est d'accord, en Russie, ça désigne pas une simple prison. C'est une prison qui a lieu détention, travail forcé. C'est un camp, il a dit. Un camp, tout simplement. Oui, c'est un camp. En fait, ça signifie un camp. C'est un hybride entre un prison et un camp. Et ce petit village Kharp, qui se trouve là, à 60 km au nord de Cercle Polaire, c'est un endroit connu en Russie, connu par ses camps, connu par ses colonies, parce qu'il y en a 2 là-dedans. Il y a une, numéro 3, où se trouve Alexei Navalny, où on l'a retrouvé aujourd'hui après 19 jours de disparition. On ne savait pas où il était, et ses collègues ont envoyé plus que 600 lettres officielles dans les différentes prisons et camps russes, différents parquets, différentes procuratures, partout, pour savoir où est-il, parce qu'il était disparu depuis 19 jours. Voilà, et au bout de 19 jours, on le retrouve là, dans une des 2 camps qui se trouvent dans ce petit village. Celui qui est numéro 3, il est destiné c'est le régime dur, destiné aux assassins, aux cambrioleurs, aux violeurs, à plusieurs reprises et tout ça. Et il y a un autre à côté, le fameux, le 18e, on l'appelle 18e, ou on l'appelle le camp polaire. C'est le camp spécialisé, destiné spécialement pour ceux qui étaient condamnés à perpétuité. Donc il est dans cette la Russie n'a pas de peine capitale maintenant, donc on change la peine capitale pour ceux qui ont assassiné plusieurs fois, ou les pires des criminels. Voilà, c'est à perpétuité. Et là, il y a un camp spécial pour eux. C'est pas celui où se trouve Alexei Navalny maintenant, mais c'est à quelques centaines de mètres. Donc ça reste. C'est un endroit très très spécial. Alors donc laissez-nous, parce qu'on n'a pas de. On va essayer de l'imaginer. C'est des baraquements en béton, en bois, avec un camp, avec une partie extérieure et des fils de fer barbelés, c'est ça? Il y a beaucoup de monde, c'est petit, c'est des petites prisons urbaines, ou c'est un camp vraiment type goulag, c'est-à-dire avec des baraquements alignés? Non, c'est de l'extérieur, ça ressemble à un prison plus ou moins moderne, en béton, avec des barbelés. Mais ce qui est le plus important là, c'est le climat. Le climat où vous avez 40, 50 degrés facilement en hiver, des dessous de zéro.
Et en été, c'est encore pire, parce que c'est le territoire envahi par les moustiques et les mouches empoisonnées spéciales. Et c'est vraiment une torture de se trouver là pendant la période plus ou moins modérée, où il ne fait pas si froid. Donc voilà, vous avez le choix entre le froid infernal et les moustiques infernales. Alors, pourquoi pensez-vous qu'Alexeï Navalny ait été envoyé dans cette colonie aussi difficile? Vous l'avez dit vous-même, normalement réservée à ceux qui sont condamnés à perpétuité, les pires criminels. Est-ce qu'il fallait tenter de le bâillonner encore davantage, lui qui avait déjà écopé de 19 ans de prison en août dernier? Il a déjà 19 ans de prison avec le régime spécial, même pas ferme, mais spécial. Et il faut dire que le régime spécial, c'est cette deuxième colonie destinée à ceux qui étaient condamnés à perpétuité. Ça, c'est spécial. C'est des gens totalement enfermés, sans aucune possibilité d'avoir la correspondance. Vous pouvez pas l'envoyer, je sais pas, des produits alimentaires. Là, vous ne pouvez rien. Ils sont totalement isolés pendant des années et des années là. Et c'est très difficile, même pour les avocats, de les contacter. C'est très, je dirais, c'est très rare, très strict que les avocats arrivent à voir, à parler à ses clients qui se trouvent dans ce genre de prison. Le prison où Navalny se trouve aujourd'hui, il est connu aussi parce que c'était le prison où un des collaborateurs de Mikhail Khodorkovsky, qui s'appelle Platon Lebedev. Il a passé plusieurs années là, après le fameux jugement de 2005. À peu près 10 ans, il a passé là. Donc voilà, on sait que c'est une colonie, une des plus dures sur le territoire russe. Attendez, restez avec nous, c'est passionnant, parce que tout cela mène des questions. D'abord, est-ce qu'on peut en sortir de ces colonies? Je vous poserai la question dans un instant, Sergueï. Mais surtout, que peut-on dire de la survivance, monsieur l'ambassadeur, ce que vous en savez, vous qui avez été en poste à Moscou? J'imagine qu'on vous a pas fait visiter les anciens goulags, mais non. Que peut-on dire de la survivance de ces installations? Y a-t-il encore physiquement, je parle de béton et de barbelés là, y a-t-il encore des camps comme cela qui ont traversé les décennies depuis? Il y avait encore des goulags dans les années 80. Y a-t-il toujours ces installations? Ont-elles été reconverties en colonies, en camps contemporains gérés par l'actuelle administration des prisons de Moscou, ou est-ce que tout a été rasé, supprimé? Non, je crois que c'était un peu en déshérence à l'époque de Yeltsin, et Poutine a restauré en effet cette pratique. Donc le ministère de la Justice qui gère les prisons, comme un peu partout, le ministre de la Justice c'est aussi le ministre des prisons, a mis en état ces camps pour qu'ils puissent accueillir des prisonniers politiques ou des droits communs. Et en effet, il y en a un certain nombre, un peu moins peut-être qu'à l'époque de Staline, mais il y en a quand même un certain nombre. Et en effet, c'est tout à fait contraire à toutes les règles. Alors, comme vous le savez peut-être, la Russie a fait partie du Conseil de l'Europe jusqu'à l'invasion de 2022. Curieusement, ce qui donnait la possibilité aux dissidents, y compris à M. Navalny, de faire des recours individuels au Conseil de l'Europe contre le gouvernement russe, qu'il gagnait à tous les coups, et il y avait une amende, il y avait une pénalité, etc., que la Russie payait d'ailleurs. Et puis en 2022, elle a considéré, à juste titre, elle se serait fait expulser, elle ferait mieux de partir, parce qu'effectivement, elle ne répond à aucune des normes européennes. Et que la dérive a commencé avec l'arrivée de Poutine au pouvoir. Alain Guimol, on l'a entendu avec Sergueï Parkhomenko, que cette colonie, on le rappelle, un régime spécial, ces conditions de détention vont être extrêmement dures. Il va recevoir la visite de personne, parce que c'est extrêmement difficile d'aller là-bas. Oui, je crois que c'est ça le but surtout du fait. Enfin, si on se demande quelle est la raison de cet éloignement et de ce déplacement, qui est un acte ordinaire, parce que si on lit l'archipel du Goulag, si on lit Varlam Chalamov, en fait tous ces écrits du Goulag, on a
quantité d'histoires qui sont similaires, de gens qui disparaissent comme ça pendant des jours, qu'on déplace, qui vont dans des endroits extrêmement lointains. J'ai choisi la liberté de Kravchenko, magnifique aussi. Oui, l'homme qui a eu raison 10 ans avant Solzhenitsyn. Qui font partie de tous ces écrits qui nous racontent le système carcéral russe et son système concentrationnaire. Si on a voulu l'éloigner, c'est quand même essentiellement pour ça, dans cette période, pour rendre plus difficile à ses proches d'aller lui rendre visite, pour rendre plus difficile à ses avocats. Parce qu'en fait, la façon qu'il a de s'exprimer aujourd'hui et de s'adresser au monde, c'est à travers ses avocats, de faire passer des messages qui ensuite sont postés sur les réseaux sociaux. Et là, aujourd'hui, ça va devenir beaucoup plus difficile dans les semaines et les mois qui viennent, tant qu'il sera dans cette colonie, pour lui de s'exprimer. Or, on sait qu'il y a une présidentielle en Russie, on sait au mois de mars, et que même si on connaît d'avance le résultat de cette présidentielle, il y a quand même une peur du régime que tout d'un coup les choses lui échappent. Parce que malgré tout, l'opinion russe peut être volatile. Et si on voit la Russie prendre tellement de mesures pour contrôler l'opinion, encore il y a quelques jours, une candidate qui était contre la guerre a été empêchée de se présenter à la présidentielle avant même d'avoir la chance de faire les premiers gestes de sa candidature. Donc un tribunal a déjà jugé qu'elle n'avait pas le droit de commencer à faire les démarches pour poser sa candidature. Donc il y a quand même une peur du régime devant un certain nombre de choses qui pourraient se passer, qu'un débat s'ouvre, et donc on veut tuer le débat avant même qu'il y ait un début de commencement qui s'engage. J'aimerais qu'on retrouve Sergueï, s'il est toujours avec nous, Parkhomenko, sur cette question des goulags que j'ai posée tout à l'heure à monsieur l'ambassadeur. Il en reste, quels sont, alors bien évidemment ce ne sont plus des goulags, ils sont pris en charge par l'administration pénitentiaire et le ministère russe de la Justice, mais les bâtiments sont-ils utilisés? Ont-ils été transformés? Y a-t-il toujours des centaines ou des milliers de personnes incarcérées dans ces anciens bâtiments qui servaient de goulag il y a encore 50 ans? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de cela? Oui, écoutez, il existe des anciens bâtiments dans les systèmes pénitentiaires en Russie, ceux qui existent depuis des siècles, depuis 200 ans, depuis 300 ans, et qui sont à peine renouvelés depuis. Et c'est vraiment les bâtiments historiques. Mais être là, c'est être subi à une forme de torture, en fait. L'incarcération dans ce genre des immeubles, c'est une forme de torture. Mais ce qui est important, ce qui est spécialement important dans le cas de Navalny, c'est que c'est pas par hasard qu'il était transporté là, dans ce Kharp, maintenant. C'est en fait les tentatives de le plonger dans le silence de plus en plus profond. Et pour Navalny, qui est depuis plus que 2 ans déjà en prison, les autorités russes construisent un système très spécial, des prisons dans les prisons. Même dans les conditions très dures où il était maintenant, il était à 200 km de Moscou, dans la région de Vladimir, dans aussi une zone connue par l'atrocité de son régime. Mais même là, on a construit un système très spécial pour lui. Il a passé plus que 250 jours dans une cellule spéciale de 6 mètres carrés, sans avoir droit à lire, sans avoir droit à écrire, plus que 200 jours là. Et même tous ses contacts avec sa famille, avec ses avocats, étaient spécialement détruits, en fait. Quand il voit ses avocats, il ne les voit pas. Il parle à eux à travers une vitre non transparente. Collé par le papier. Mais vous l'avez dit vous-même, c'est une forme de torture, et ces avocats dénonçaient justement la torture qu'ils subissaient déjà dans l'autre colonie pénitentiaire. Ces avocats disaient qu'il était malade, qu'il était vieilli, affaibli. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que le régime est en train de détruire cet homme? Écoutez, le moment le plus dur, c'était ces 19 jours de la disparition. Parce qu'on ne savait pas où il est. Maintenant, aujourd'hui, ce matin, quand on a annoncé qu'il est là, dans ce Kharp, dans cette zone atroce, c'était une fête. C'était une conte de Noël. Ah, on l'a retrouvé, il est vivant, il est vivant.
parce qu'on n'était pas du tout sûr qu'il était vivant. Parce que ça, c'est le système aussi un trait spécifique de système pénitentiaire de Russie, c'est au moment de transportation, la personne disparaît. On ne sait pas où il est. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas où il était pendant ces 19 jours. Est-ce qu'il était à Moscou, dans un prison quelconque? Est-ce qu'il était dans les autres zones? Est-ce qu'il était interrogé? Est-ce qu'il était torturé? Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il était dans un hôpital? Il y avait des rumeurs qu'il était dans un hôpital parce que finalement, il se sentait très mal. On ne sait pas jusqu'à maintenant. On l'a juste retrouvé. On sait qu'il est là. On ne sait pas dans quelles conditions. Et la loi russe, il permet aux autorités de le faire. Et il existe les cas que les gens disparaissent comme ça pour des semaines et des semaines. Ou non, ça dépend de volonté. Je crois que maintenant, il s'agit d'une opération spéciale pour arracher Alexeï Navalny de toute vie sociale et politique en Russie, parce qu'il arrivait quand même à influencer ce qui se passe en Russie. Il arrivait quand même à influencer la campagne électorale, la campagne quasi-électorale qui se passe maintenant en Russie. Il était quelqu'un qui était présent. Ses idées, ses lettres, ses appels, ils étaient présents en Russie. Ça fonctionnait encore. Et il y avait quand même la possibilité, même s'il était dans cette situation à 200 km de Moscou, il y avait quand même la possibilité de lui écrire des lettres et d'avoir des réponses. Moi, personnellement, j'étais en correspondance avec lui parce qu'il y a un système, une messagerie très spéciale à l'intérieur du système pénitentiaire de Russie. Vous pouvez envoyer des emails aux prisonniers, des emails qui sont après imprimés et lui présentés en papier. J'arrivais à le faire, j'arrivais à avoir ces réponses. Maintenant, non, c'est fini. Depuis quelques jours, on le sait, ces 2 zones qui se trouvent à Kharp sont coupées de ce système de messagerie. Donc, on ne pourrait même pas avoir ces lettres. Incroyable. La seule possibilité, c'est le contact par avocat. Merci pour le voyage d'un avocat, là, façon de dissuader tout le monde. Merci pour toutes ces informations très précises. Je rappelle quand même, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, que dans cette zone, à 60 km de l'Arctique, un ancien goulag où l'on a retrouvé Alexeï Navalny, l'opposant à Vladimir Poutine, après 19 jours de disparition, dans cette zone, il fait moins 50 degrés en ce moment, entre moins 40 et moins 50 degrés Celsius. Donc voilà, on peut dire qu'il est dans un territoire hostile, c'est un ancien goulag. Réduit au silence et totalement isolé. Bon, il faut se dire, vous savez que Navalny, c'est encore quelqu'un de privilégié dans tout ce système, parce qu'il y a l'attention internationale sur lui. Oui. Il est obligé, en fait, le pouvoir est obligé de compter avec ça. Mais multipliez ça par 10, par 20, par 50 et vous allez avoir un peu le système, comment il marche et la vie de ces prisonniers russes dans les prisons, dans les goulags, dans les colonies, dans les camps. Donc il n'y a absolument aucun droit. Là, il a eu une chance d'avoir les emails, mais les autres prisonniers, je suis sûre que la plupart n'ont jamais su même qu'on peut avoir les emails. Quand on sait l'état de vie des Russes en général à l'est, un tout petit peu à l'est de Moscou, dans quelle pauvreté et désolation ils vivent. Donc dans les prisons, c'est encore pire. Oui. Parce que tout ce qu'il y a comme les budgets pour entretien de prison, c'est détourné. Donc c'est vraiment maltraitance en plus, les viols quasi permanents sur les prisonniers, on les bat, c'est les magouilles dans tous les sens. Donc c'est vraiment affreux ce que se passe. Et ce que je voulais dire, c'est la chose, par exemple, supposons, c'est affreux, mais si par exemple Navalny, on n'aurait pas reçu de nouvelles, qu'est-ce que s'est passé? Qu'est-ce qui aurait passé? Rien. On aurait dit, il a disparu. Et vous voyez, aucun levier pour le régime de Poutine, il est déjà tellement, ils ont commis tellement de meurtres, tellement d'horreurs, que encore un qui disparaît. Heureusement, je pense que cette attention internationale le tienne en vie. Ils tiennent un peu à ça. Mais sinon, n'importe qui, les disparitions sont quasi permanentes. C'est un État mafieux et criminel. On a quand même l'impression que s'il avait été techniquement possible de l'exiler sur la planète Mars, eh bien cela aurait été fait. Et d'ailleurs, ça renvoie à la réflexion d'Alain Guimol tout à l'heure. De cette manière, on a l'impression que le système, pourtant ô combien verrouillé,
on le sait bien, il n'y a pas la moindre incertitude sur la réélection de Poutine en mars prochain, a peur d'un fantôme. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait de Navalny un fantôme et on a quand même peur de lui au point de l'exiler le plus loin possible. C'est le masque de fer. Le masque de fer. Ça dit quelque chose au-delà de la suffisance affichée du régime, d'une sorte d'inquiétude absolument invincible. Et puis c'est le message aussi envoyé à tous les autres. Oui, je pense qu'il y a aussi un peu de ça, là, parce que justement, pour tout opposant aujourd'hui qui justement n'a aucun soutien, Poutine dit aussi, écoutez, regardez comment moi je suis capable de traiter quelqu'un qui, pourtant, on en parle à la télé chez les Occidentaux, ils font leur gorge chaude, le gouvernement allemand est intervenu, tous les gouvernements occidentaux sont intervenus, et hop, il finit quand même dans le cercle polaire. Donc voilà, c'est le premier qui... Vous amusez pas à ça, quoi. Voilà, vous jouez pas à ça. Et donc on l'a vu, d'ailleurs, encore une fois, comme vient de le rappeler Vincent et comme l'avait dit Alain, le script de la réélection de Poutine, c'est pas des élections, on peut pas dire ça comme ça, ne doit pas dévier d'un gramme. C'est-à-dire, il y a un souffleur au Kremlin qui a dit comment ça devait se passer, et voilà, et personne ne déviera du texte de ce script. Mais